Le questionnement récurrent sur l'origine des troubles de la statique a abouti à plusieurs hypothèses qui ont généré pour chacune d'entre elles des techniques censées y remédier. Avant d'aborder la reconstruction posturale, il nous faut évoquer le postulat gravitaire. Le postulat gravitaire, majoritaire, attribue à la pesanteur et à une certaine inaptitude à lui résister la cause des déformations acquises non traumatiques. Nous n'aurions pas la force de nous ériger contre la pesanteur, élément pathogène essentiel, ennemi héréditaire de l'Homo erectus, le mythe d'Atlas revisité par la médecine moderne. Cette vision gravitaire aboutit, en chirurgie comme en rééducation, à une stratégie d'étayage. En rééducation, ce postulat fonde, étaye et justifie la plus grande partie des techniques rééducatives. C'est le renforcement musculaire en général et, pour ce qui touche au rachis, le concept de rempart convexitaire et de poutre composite. Le culturisme incarne l'extrapolation caricaturale du tout renforcement. Pourtant, des éléments incitent à reconsidérer cette conception. Les investigations électrophysiologiques d'abord. En position debout, spontanée, l'activité électromyographique des muscles du tonus postural est minime, voire nulle. L'activité contractile des muscles paravertébraux ne s'observe qu'en cas de perte de l'équilibre, nécessitant un réajustement postural ou sur un effort statique ou dynamique. Ici, une rotation du tronc. Mais dès l'arrêt de l'effort, l'activité électrique redevient négligeable. Pourtant, notre sujet est toujours debout. L'absence d'activité contractile en position debout spontanée s'observe tant pour les muscles paravertébraux superficiels que pour les muscles profonds. Ces observations viennent confirmer des notions déjà anciennes qui assimilent la position debout à une position d'équilibre. Mais d'autres éléments incitent à reconsidérer la vision gravitaire, parmi eux les fractures spontanées de matériel d'ostéosynthèse alors que celui-ci résiste en laboratoire à des contraintes bien plus considérables que celles de la simple pesanteur. Aucun argument ne vient donc confirmer la corrélation entre les troubles de la statique et la fantasmatique faiblesse musculaire. Il est donc nécessaire de s'interroger sur la pertinence des techniques de renforcement musculaire pour corriger de tels troubles. Ce qu'il faut retenir, c'est que la faiblesse des érecteurs rachidiens et le cortège de techniques rééducatives, d'orthèses et de machines élaborées pour y remédier apparaissent relever plus de la croyance populaire que de l'évidence scientifique. Corréler cette prétendue faiblesse avec les troubles de la statique n'est pas raisonnable. En termes de rééducation, la pratique du renforcement des muscles dits érecteurs rachidiens ne va pas sans poser de problèmes conceptuels. En effet, pour qu'un ensemble de muscles puisse nous ériger, il faudrait qu'il soit fixé au crâne d'un côté et au plafond de l'autre. Or, c'est plutôt le contraire que l'anatomie nous indique. La résultante des forces des muscles paravertébraux tend vers la lordose totale, l'opistotonos. Seule l'absence d'une compréhension mécanique incluant les muscles du dos reliés à ceux des membres, à droite de l'écran, peut expliquer l'émergence des gymnastiques analytiques de renforcement ou d'étirement qui seraient censées corriger la posture. Les techniques d'autograndissement sont l'aboutissement dérisoire de ce saucissonnage biomécanique. À la force d'extension des muscles postérieurs, il faut ajouter celle des muscles antérieurs du cou qui propulsent l'extrémité céphalique, ce qui induit un mouvement d'enroulement vers l'avant de l'ensemble du bloc supérieur, tandis que la lordose cervicale sous-occipitale s'accentue. Il faut aussi tenir compte de l'action des muscles antérieurs et profonds du bloc inférieur, psoas et diaphragme. Ceux-ci vont projeter la ceinture pelvienne vers l'avant, amenant le tronc à s'enrouler autour d'une balustrade virtuelle qui serait située juste en dessous des seins. La résultante générale est une force de tassement-écrasement et non d'érection. Par conséquent, l'augmentation iatrogène de l'activité tonique ne peut qu'accentuer cet effet indésirable. Peut-être est-il temps de tordre le cou au mythe simpliste du rachis mât de navire, tant il est vrai que cette théorie erronée est probablement responsable de nombreux échecs thérapeutiques. La comparaison au ressort est plus judicieuse. Fabriqué pour avoir une certaine forme et une dimension précise, il ne s'en éloigne que sous la contrainte d'éléments qui n'ont rien à voir avec la pesanteur, mais plutôt avec des tensions anormales des haubans. Ainsi voit-on apparaître une, puis deux courbures scoliotiques. La logique du tout renforcement amènerait volontiers à muscler le côté convexe, trop faible.
Au final, un ressort merveilleusement symétrique, mais complètement écrasé sur lui-même. Le bon sens voudrait qu'au lieu d'augmenter encore plus les contraintes, on cherche à les éradiquer. Ce qu'il faut retenir, c'est que la composante de tassement des muscles paravertébraux disqualifie de facto l'appellation érecteur rachidien. Le renforcement de ces muscles devrait être reconsidéré à la lumière du principe de précaution. La reconstruction posturale est une méthode de rééducation d'ordre neuromusculaire qui utilise la morphologie comme élément de validation. Elle est apparue en 1991. L'observation de certaines réactions paroxystiques aux manœuvres spécifiques utilisées dans cette technique suggère l'implication des centres supérieurs. L'impact de ces manœuvres sur les centres régulateurs du tonus postural est actuellement en cours d'exploration au service d'électrophysiologie du CHU de Strasbourg. Les effets favorables de ces manœuvres sur la statique sont aisément objectivables par des photographies reproductibles. Pour cette lombalgie aiguë, on voit clairement la différence entre le début et la fin de la première séance, puis de la deuxième. Pour avoir une valeur en termes de validation, il faut que ces photographies soient réalisées dans des conditions de reproductibilité suffisantes pour autoriser leur superposition. Tout se passe comme si des informations erronées en provenance des centres supérieurs étaient relayées par des groupes de muscles archaïques dont l'état d'excitabilité augmenté créerait des contraintes anormales au niveau de l'appareil locomoteur. À un stade avancé, ces contraintes participeraient à l'aggravation de diverses déformations acquises non traumatiques du rachis, mais aussi des membres. Les lésions structurelles consécutives sont d'apparition plus tardive. Citons pour exemple le spondylolisthésis. L'hypothèse éthiopathogénique classique apparente cette pathologie à une fracture de fatigue liée à une faiblesse constitutionnelle. La reconstruction posturale postule que l'hypertonie du muscle psoas pourrait être à l'origine de la rupture des isthmes. En effet, la tension de ce muscle a pour effet dans ce cas de repousser le bassin vers l'arrière. Ceci est dû à la résultante des forces pour laquelle il faut tenir compte du chevalet de Dolto, alors que dans le même temps, les insertions vertébrales attirent l'ensemble du rachis lombaire vers l'avant. Il est vraisemblable que la pesanteur n'est pas le facteur déterminant de cette pathologie. L'étude méticuleuse de la morphologie et la modélisation des déformations sont essentielles pour le reconstructeur. Dans ce contexte, l'usage de ce qu'il est convenu d'appeler la modélisation des flèches virtuelles transfixiantes est un outil précieux. Tout se passe comme si le corps se tordait sous l'effet de l'impact de deux flèches qui le traverseraient de part en part, de l'arrière vers l'avant. À la jonction de ces deux dépressions, une zone de transition convexe en arrière, un peu comme si le patient s'enroulait autour d'une balustrade virtuelle. Le point d'impact des flèches est le plus souvent paramédian droit. Leur trajectoire traverse la ligne médiane, de sorte que leur point de sortie, indiqué par une voussure, se situe dans l'hémicorps contralatéral. La modélisation des flèches virtuelles transfixiantes permet, entre autres choses, de corréler les anomalies du modelé de la face antérieure du thorax avec celle de la face postérieure. Sorte de matérialisation de la résultante des tensions des muscles du dos, les flèches déforment la face antérieure à leur sortie après avoir vrillé le rachis à leur entrée. C'est la lecture attentive des contours et du modelé qui permet de déterminer les flèches. Sur cette patiente, on voit bien que l'angle cou-épaule est plus fermé à droite qu'à gauche et que le sein gauche se projette sur le sol, alors que le sein droit, lui, se projette sur le thorax. Tout se passe donc comme si une flèche virtuelle pénétrait au niveau du trapèze supérieur droit et cheminait pour ressortir en avant au niveau du sein gauche. La direction de cette flèche est relativement frontale. Cette modélisation doit pouvoir être corroborée par la radiographie.
Chez cette autre patiente, le point de sortie de la flèche du bloc supérieur est repérable par la gibbosité de l'hémithorax gauche. Alors que la rotation céphalique à gauche ne soulève que modérément le sein droit, la rotation à droite propulse le sein gauche de manière significative. La direction de cette flèche est relativement sagittale. Cette asymétrie signe la sortie de la flèche et sera exploitée plus tard au moment de l'élaboration de la stratégie thérapeutique. À titre d'exemple, cette modélisation aide le thérapeute à visualiser les mécanismes des fausses inégalités de longueur des membres inférieurs. Chez cette jeune fille, bilan clinique et bilan radiologique ont l'air convergents. Le membre inférieur gauche est plus court. Le raisonnement qui préside habituellement au traitement de cette déformation s'apparente à la stabilisation d'une table bancale. Pourtant, l'élévation des membres inférieurs réduit la différence de longueur. Il est donc vraisemblable qu'il s'agit d'une fausse inégalité. La modélisation des flèches virtuelles transfixiantes autorise une autre lecture. La pénétration d'une flèche de composante essentiellement frontale crée une courbure vertébrale de type scoliotique. Dès lors, on imagine aisément l'effet désastreux de la stratégie de la table bancale appliquée à ce cas. Rajoutons à présent l'influence de la flèche du bloc supérieur en rouge. Sa poussée vers l'avant et la gauche provoque l'apparition d'une courbure convexe à droite au niveau des omoplates. Cette courbure aura tendance à raccourcir le membre inférieur gauche. Ainsi, il n'est pas rare que le raccourcissement provoqué par la flèche du bloc inférieur soit contrebalancé par le raccourcissement provoqué par les conséquences de l'impact de la flèche du bloc supérieur. Bien entendu, l'apparition de ces deux courbures, lombaire à convexité gauche, dorsale à convexité droite, se fait au détriment de la taille du sujet. À ces déformations dans le plan frontal, il nous faut à présent rajouter celle du plan sagittal. La composante sagittale de la flèche lombaire, pour peu que son point d'application soit proche du bassin, augmente l'antéversion de l'hémibassin et par là allonge le membre homolatéral. Alors que sur la vue frontale, cette même flèche a tendance à le raccourcir. La longueur mesurée cliniquement est donc la résultante de ces deux composantes de la flèche lombaire. À ces deux composantes vertébrales, il faut rajouter les causes intrinsèques aux membres inférieurs eux-mêmes, bien que beaucoup plus rares. L'une des déformations les plus fréquemment rencontrées est le génu varum. Si l'observation ne se limite pas à l'aspect jambe en eau, les déformations rotatoires des différents segments du membre inférieur peuvent être objectivées. Dans le cas des jambes en eau ou génu varum, la cuisse tourne en dedans et la jambe tourne aussi en dedans. Dans le cas des jambes en X ou génu valgum, pour spectaculaire que puisse être la déformation dans le plan frontal, elle ne doit pas occulter les phénomènes rotatoires. Dans ce cas, la cuisse tourne en dedans et la jambe tourne en dehors. On peut systématiser ces phénomènes rotatoires. Il est bien rare que le segment fémoral ne tourne pas vers le dedans. La rotation du segment jambier est plus inconstante, mais la résultante des rotations au niveau de la cheville se fait le plus souvent vers l'intérieur, ce qui amène le pied à se coucher en dedans. Ce qu'il est convenu d'appeler pied plat, et qu'il serait plus judicieux d'appeler pied versé, représente et de loin la déformation la plus fréquente à ce niveau. Le pied dit creux existe bien entendu, mais il relève d'une autre mécanique. Beaucoup plus fréquent au niveau du pied est l'hallux valgus. Cette déformation, parfois importante, amène le gros orteil en dehors. L'inflammation, siégeant au niveau de ce que le langage populaire appelle oignon, peut être suffisamment douloureuse pour pousser le patient vers la chirurgie.
Pour mieux appréhender cette déformation, il faut tout d'abord la replacer dans le contexte général de l'hypertonie d'un vaste ensemble musculaire s'étendant de l'arrière du crâne jusqu'aux orteils. Cette hypertonie serait le moteur de la déformation. Mais il faut aussi observer attentivement le pied lui-même et veiller à ne pas se laisser obnubiler par le mouvement en dehors du gros orteil. Il n'est que le résultat d'une déformation rotatoire du premier métatarsien et du gros orteil. Dans le même temps, les petits os sésamoïdes glissent en sens contraire à la rencontre du deuxième rayon. La déformation évoluant par poussées successives peut, comme chez cette patiente, se traduire par un télescopage entre sésamoïdes et métatarsien. Dans ce cas, la rencontre des deux os s'est traduite par une fracture de fatigue du deuxième métatarsien. Afin que le geste thérapeutique ait une chance d'être efficace, l'identification des déformations doit être précise. Grâce à quelques indices de surface, le reconstructeur cherche à deviner les malpositions en profondeur. À cet égard, la lecture des contours est essentielle dans le bilan de reconstruction posturale. Revenons au rachis et traçons les contours thoraciques sur cette scoliose. Et voyons s'ils sont en adéquation avec les courbures objectivées par la téléradiographie. La courbure lombo-thoracique gauche se projette entre le grand trochanter et le pli de la taille. La courbure thoracique droite, de longueur réduite, est amplifiée par la présence du grille costal. Enfin, la longue courbure cervico-thoracique gauche est responsable de l'échancrure discrète de la zone axillaire. Refaisons la même opération sur la vue de face. Contour gauche. Contour droit, courbure lombaire, courbure thoracique et courbure cervico-thoracique. En isolant le contour gauche, on peut constater la fiabilité de cet examen. Lorsque le dépistage est réalisé par l'entourage, c'est la gibbosité scapulaire, droite le plus souvent, qui attire le regard, ce qui handicape le patient. Quelle peut en être la lecture ? Traçons les contours rachidiens. La concavité droite du bloc inférieur dépasse et de loin les frontières de la colonne lombaire. Elle regarde vers la droite et le bas. Même chose pour le contour de la concavité du bloc supérieur. Là aussi, on constate que cette courbure, la rotation des vertèbres, en fait une vraie courbure scoliotique, s'étend du crâne jusqu'en T6. Cette concavité regarde vers la droite et le haut. Du fait de cette divergence entre les directions des deux concavités, la jonction entre elles, la zone de transition, sera forcément obligatoirement convexe vers la droite. Là est le paradoxe, ce qui n'est qu'une conséquence, une zone de transition entre deux courbures essentielles, focalise le regard et l'attention du patient, de son entourage et du corps médical. Alors que dans le même temps, la courbure cervico-thoracique toujours présente et toujours essentielle est passée en pertes et profits. Lors du bilan statique, le modelé cutané aussi sera exploité. On voit ici la corrélation entre le pli lombaire droit et la courbure lombo-thoracique dont il semble indiquer l'apex. Et de fait, ces plis s'effacent lorsque se réduisent les courbures. Dans ce cas précis, un mois sépare les deux photographies. Le bilan dynamique est constitué de mouvements de grande amplitude qui ont la propriété d'exacerber temporairement les déformations existantes, rendant ainsi bien visible ce qui pourrait aisément passer inaperçu. Chez cette patiente, peu d'asymétrie des contours en décubitus strict. L'élévation simultanée des membres inférieurs ne change pas grand-chose au tableau.
Idem pour l'élévation du membre inférieur droit. Par contre, l'élévation à gauche met à jour une courbure thoracique basse, convexe à droite. Le principe actif utilisé pour normaliser l'activité tonique s'appelle la sollicitation active inductrice. Il s'agit d'inductions qui, par facilitation, engendrent une ou plusieurs réponses évoquées à distance. Ces réponses sont polymorphes, même pour une même manœuvre. Cette latéroflexion céphalique provoque chez cette patiente des mouvements incontrôlés des membres supérieurs et du membre inférieur homolatéral. Chez cette autre patiente, la même manœuvre provoque des clonies prédominantes au membre inférieur contralatéral. Ces réactions sont donc individuelles et non prévisibles. Ce travail à distance peut aussi être objectivé de manière instrumentale, ici grâce au podoscope électronique. Le capteur de pression est placé sous le bassin. Au centre du petit écran en incrustation, la tache rouge provoquée par la pression du sacrum attire le regard. Tout changement de teinte de cette zone filmée en temps réel atteste de la modification de l'appui, le sujet ignorant bien sûr ce qui est recherché. L'induction est réalisée par une sollicitation active de la main gauche, en particulier de l'éminence thénard. Ce travail à distance de la cible, très déroutant pour le néophyte, conditionne pourtant l'efficacité d'une manœuvre. On parle de bras de levier par analogie à la mécanique des moments des forces. L'effort demandé au patient est soutenu, intense et extrêmement précis. Cette méthode requiert donc une compliance parfaite de la part du patient et toute l'attention du thérapeute. Les séances sont longues, manufacturées, et la prise en charge ne peut se faire qu'individuellement. Après quelques minutes de travail, l'hyperpression sacrée en rouge se réduit jusqu'à disparaître complètement. On le voit, avec cette méthode, s'il n'est plus question de culturisme médicalisé, de renforcement des érecteurs rachidiens, il n'est pas non plus question d'étirement, de stretching ou d'assouplissement. Dans cette technique d'ordre neuromusculaire, le travail à distance est érigé en système. Les résultats sont encourageants et ne se limitent pas aux signes subjectifs. La correction de déformation des membres chez l'adulte est d'objectivation aisée par la photographie, ici des génuvaromes. Mais observez aussi le coup de hache sur le flanc gauche qui trahit l'existence d'une courbure scoliotique. Même chez cette jeune adulte, ces déformations sont tout à fait réductibles. La reproductibilité des photographies permet la superposition et met en évidence les corrections. Les résultats les plus troublants sont ceux que l'on obtient sur la scoliose de l'adulte puisque celle-ci est dite fixée. Dans une étude portant sur 6 cas de traitement de scoliose de l'adulte sur une durée de 9 mois, Angèle fait état d'améliorations significatives tant sur le plan fonctionnel que morphologique et angulaire. Les résultats les plus spectaculaires sont obtenus sur certaines scolioses évolutives de l'enfant. Dans le cas de celle-ci, la tentative de port de corset a été un échec et 4 ans après le dépistage, l'angle était mesuré à 92 degrés. Le traitement de reconstruction posturale a été décidé par défaut en octobre 2005. En janvier, l'orthopédiste mesurait l'angle à 60 degrés. Si les progrès continuent pour l'instant, ils ne présagent en rien de l'évolution à l'approche de la puberté. Est-il besoin de préciser que ce résultat est exceptionnel ? La superposition des photographies permet de mieux visualiser les progrès. La fréquence et l'intensité des réactions interdit une périodicité plus élevée qu'une séance par semaine, même pendant la période d'attaque du traitement. Aucun travail à la maison n'est demandé aux patients.
La participation durant les séances et le respect de la posologie sont des paramètres déterminants. Technique de choix dans le traitement des troubles de la statique et des algies de l'appareil locomoteur, la pratique de la reconstruction posturale présente un intérêt certain dans le cadre de la prévention. Par ailleurs, le traitement chez le sportif semble montrer une optimisation des performances. Toutefois, cette pratique n'est indiquée en première intention que lorsque la motivation du patient ne fait aucun doute. Si les séances ne représentent pas des performances physiques au sens sportif du terme, elles sont relativement exigeantes quant à la participation du patient. Dès les premiers signes d'amélioration, la cadence des séances peut être ralentie. Habituellement, un rythme d'1 à 2 séances mensuelles est adopté pour cette phase dite de gestion. Cette pratique est aussi exigeante pour le thérapeute. Après un cursus initial de 3 ans à l'université, ces kinésithérapeutes triés sur le volet se soumettent chaque année à un examen de recertification dans le cadre du Collège des praticiens de reconstruction posturale. Cette structure, à travers des séminaires de pratique intensive, assure l'homogénéité du niveau d'expertise des reconstructeurs. Par-delà ces résultats prometteurs, la reconstruction posturale représente un autre regard jeté sur les mécanismes corporels, une autre manière d'envisager la kinésithérapie.